Salut Clémentine, Bonjour Pablo. merci d'avoir accepté mon invitation et d'être la première invitée politique de la Midinale cette année. Ah, je suis très heureuse. Donc Clémentine, je ne te présente plus, tu es députée de Seine-Saint-Denis si je t'ai invité, c'est pour parler de cette rentrée politique parce que là, je suis en train de me demander si tu vas rester députée longtemps et s'il va pas y avoir une dissolution, s'il va pas falloir que tu re-rentres à nouveau en campagne puisqu'il y a de forts risques que François Bayrou tombe lundi prochain. Euh, Il y a plusieurs hypothèses qui sont sur la table après la chute probable de François Bayrou. La première, mais bon, celle-là, elle est hautement improbable, c'est la démission d'Emmanuel Macron. La deuxième, c'est la dissolution de l'Assemblée nationale. Et puis, il y en a une troisième, c'est la nomination d'un nouveau ou d'une nouvelle première ministre, peut-être de gauche. Je sais pas, tout est sur la table. Et du coup, ma première question, c'est est-ce que tu es prête à devenir ministre? Voire première ministre, d'ailleurs. Je suis prête à gouverner le pays et je veux que nous gouvernions ce pays. Nous sommes aujourd'hui dans une situation de blocage après le suicide de François Bayrou. À partir de lundi, nous n'aurons plus de Premier ministre. Et donc, dans cette séquence, qui est une séquence où on sent bien l'impasse pour le pouvoir en place, il n'y a pas d'autre solution que d'en revenir au peuple. Alors, est-ce que c'est une dissolution? Est-ce que c'est une autre forme? C'est le président de la République qui peut en décider. Moi, j'ai fait une proposition d'un référendum sur des mesures de recettes fiscales, parce qu'il faut boucler le budget 2026, c'est-à-dire être capable de faire face à cette urgence budgétaire. Et je l'ai fait parce que je pense que c'est important de jeter dans le débat public des mesures, des propositions qui ne soient pas de la réduction de la dépense publique et qui donnent à voir qu'il y a un potentiel majoritaire immense sur nos propositions de justice fiscale. 3 propositions. D'abord, la fameuse taxe Zuckman. Je pense que celles et ceux qui nous regardent connaissent. 2% sur le patrimoine de ceux qui possèdent plus de 100 millions d'euros. Et avec ça, on arrive à mettre dans les caisses de l'État entre 15 et 25 milliards d'euros. Adopté à l'Assemblée nationale, nous l'avons proposé avec ma collègue Eva Sass. J'avoue qu'on ne pensait pas gagner, faut le dire. On a réussi à gagner, notamment parce que les macronistes ont été démobilisés. C'est pas facile de venir appuyer sur le bouton pour dire non. On ne veut pas que ceux qui sont milliardaires paient autant d'impôts que la moyenne des Français. Aujourd'hui, ils en paient 2 fois moins. Bernard Arnault, François Pinault paient 2 fois moins d'impôts que leur chauffeur ou leur secrétaire. On en est là. Deuxième mesure, taxer les multinationales pour qu'elles payent sur leur activité en France, sur leurs bénéfices, leur chiffre d'affaires français, autant que les entreprises françaises. Et avec ça, on peut faire rentrer, là encore, 26 milliards d'euros. C'est Gabriel Zuckman, une nouvelle fois, qui a établi ce chiffrage. Et je pense que ça fait partie aussi des réponses face à l'agression de Trump sur les droits de douane. C'est une mesure qui touchera notamment les GAFAM, pas que, mais qui est importante. Et troisième mesure, les aides aux entreprises, aux grandes entreprises sans contrepartie. Le rapport, notamment mené par Fabien Guay au Sénat, notre excellent collègue communiste, qui a fait du bruit avec sa commission d'enquête, est très intéressante parce que là, il y a énormément d'argent public qui part dans la politique de l'offre et qui ne ruisselle pas comme on le sait aujourd'hui. Donc, si on met des contreparties sociales et environnementales, on peut là aussi faire entrer par dizaines de milliards d'euros de l'argent dans les caisses de l'État. Donc, je pense qu'il y a dans cette proposition un élément de solution budgétaire à court terme et nous sommes majoritaires en France sur ces mesures. Il y a encore une enquête qui vient de sortir qui montre que les Français sont d'accord avec la taxe Zuckman, sont d'accord avec l'idée qu'en fait, on mette à contribution les multinationales et les ultra-riches. Ce qui d'ailleurs pose un problème pour nous à gauche, parce que c'est ce qu'on défend. Et quand on regarde l'adhésion à ce parti pris de justice fiscale, de justice sociale qui est très partagé par les Français et nos résultats électoraux, il y a un décalage. Et donc c'est ce décalage que nous devons aujourd'hui combler. Mais du coup, ces mesures, ces propositions de référendum, tu veux les porter en tant que
membre du pouvoir législatif ou en tant que membre du pouvoir exécutif? Parce qu'aujourd'hui, c'est ça, c'est une des questions qui est posée aux différentes forces de gauche. Chacun y répond un peu comme il peut, comme il veut. On a entendu Olivier Faure qui a réaffirmé, maintenant depuis une semaine, il réaffirme à chaque fois je suis prêt, nous sommes prêts, nous les socialistes, à prendre la tête d'un gouvernement de gauche. Est-ce que toi, dans cette équation, et pour porter les mesures dont tu parles, tu pourrais faire partie de cette équipe-là? Moi, je dis franchement, si le président de la République m'appelait au titre de sa lucidité soudaine qu'il faut en revenir au vote de juillet 2024 et vu les impasses successives de ces gouvernements, nommer quelqu'un du nouveau Front populaire, s'il m'appelait, je lui dirais, faisons un référendum, celui que j'ai proposé, sur de nouvelles recettes, et c'est la condition pour aller gouverner. Parce qu'il n'y a pas de majorité à l'Assemblée nationale. Mais il y en a une dans le pays pour faire rentrer de l'argent dans les caisses de l'État et pour enfin répondre à cette soif très grande de justice fiscale dans notre pays. Et très honnêtement, personnellement, je le mettrais en condition au président de la République. Organiser ce référendum pour être sûr que nous avons de la matière, en fait, pour pouvoir conduire une politique qui améliore le quotidien des Françaises et des Français. Donc c'est malin, enfin, tu proposes de contourner la tripartition de l'Assemblée nationale par un référendum. Oui, en revenir au peuple. Okay. Dans une situation de crise aussi énorme, puisque c'est une crise de régime que nous traversons aujourd'hui, je ne vois absolument pas d'autre solution. Alors je comprends les angoisses, notamment sur la dissolution. La dissolution, il y en a qui nous disent à gauche, il faut absolument l'éviter. Mais moi, je dirais d'abord que la peur du RN n'évite pas le danger, que le peuple doit toujours être souverain, et que plutôt que d'essayer de chercher tous les scénarios pour éviter la dissolution, on ferait mieux d'être à la hauteur, c'est-à-dire de se mettre autour de la table toutes les forces de gauche et écologistes et de faire renaître et déployer plus encore l'énergie, l'enthousiasme qu'on a réussi à susciter après 4 jours seulement de négociations avec le nouveau Front populaire l'année dernière. Et c'est ça qu'on devrait faire. Mais ça, c'est encore quelque chose de réaliste. Je suis désolé, mais là, quand tu le dis, tu vas... Tu as le pessimisme de l'intelligence. Ce matin, me voici avec l'optimisme de la volonté. Je vois ce que je vois. Je vois ce que je vois, et c'est vrai que quand tu parles de la gauche, bon, bah, je suis là, genre, ils ont pas l'air tous d'accord à gauche, quand même. C'est le moins qu'on puisse dire. Ouais. Et c'est même chaque matin, on a l'impression que, et du côté socialiste et du côté insoumis, ils mettent une pelletée, puis une autre, puis encore une autre, pour créer des murs entre les gauches et pour reconstituer une forme les fameuses deux gauches irréconciliables. Donc ça, c'est aller dans le mur. Donc tous ceux qui pensent qu'ils vont s'en sortir seuls, sans partenaire, en écrasant la tête des autres, sont des agents de la défaite aujourd'hui. Et moi, je pense que l'histoire balayera ceux qui ne sont pas à la hauteur du moment. Yoann Chapoutot, avec son livre Les Irresponsables, a été très présent dans les universités d'été. Je pense que son livre a marqué. Après celui de Michael Fauessel, Récidive, qui m'avait énormément aussi percuté, comme beaucoup d'entre nous. C'est important de retenir les leçons de l'histoire, parce que ce qui s'est passé en Allemagne, c'est quand même l'idée que la détestation entre le courant d'une gauche révolutionnaire et le courant d'une gauche social-démocrate était obsédée à ne surtout pas s'allier, sans voir que ce qu'on avait en face, c'était les nazis, la montée du nazisme. Et qui évidemment prenait un visage qui n'était pas celui qu'on a connu ensuite avec Hitler au pouvoir, mais néanmoins qui a contribué avec l'irresponsabilité des élites, avec le pouvoir en place, c'est un pouvoir qui n'a rien à envier avec ces politiques néolibérales d'aujourd'hui d'Emmanuel Macron. Mais regarder cette histoire en face, en tirer de leçons, c'est comprendre que nous ne sommes pas dans une période banale, nous ne sommes pas... vous voyez ce que je veux dire? Tu vois, on est dans un moment qui est particulier, avec une vague trumpiste internationale, c'est-à-dire le réveil partout à travers le monde d'un projet populisme, d'un fascisme 2.0, et que on va pas s'en sortir en démultipliant nos divisions, en étalant au grand jour chaque matin ce pourquoi on a des différences avec les autres. Ça fait 200 ans qu'à gauche, nous avons des différences, et ça va continuer. On va pas faire un parti unique demain matin. C'est la réalité. Donc, cette réalité, prenons-le comme une force, prenons-le comme une richesse, et mettons-nous autour de la table. Je ne vois rien d'insurmontable.
J'ai des désaccords avec le plan qui a été proposé par les socialistes, notamment, alors je suis contente, taxe Zuckman, enfin il y a des mesures qui montrent d'ailleurs que la base d'accord, elle est possible. On rame dans le même sens, on est tous du côté de il faut aller chercher de nouvelles recettes, il faut de la justice fiscale. J'ai une différence sur le fait qu'au lieu d'augmenter les salaires, on propose de diminuer la CSG. Bon, moi, je suis pas pour diminuer les cotisations sociales. Je préfère augmenter les salaires si on veut donner plus de pouvoir de vivre aux Françaises et aux Français. Mais discutons, mettons-nous autour de la table. Ne disons pas c'est insurmontable. C'est pas vrai. C'est pas vrai. On s'est remis à parler la même langue. Faut quand même en prendre acte. C'était après l'ère Hollande où effectivement la fracture a été très grande, fracture aussi qui a été très grande au moment du traité constitutionnel européen. Aujourd'hui, nous ne sommes pas dans la même situation du point de vue de ce que défendent l'ensemble des partis de gauche. Il y a une base d'accord possible. La preuve, nous l'avons fait avec la NUPES, nous l'avons fait avec le Nouveau Front Populaire. Et deuxièmement, nous sommes dans un cadre de tripartition qui nous oblige, en France, le champ n'est plus un coup à gauche, un coup à droite, un coup à gauche, un coup à droite. On est dans autre chose. C'est un jeu à 3. Et donc, si on n'est pas ensemble, on ne peut pas se qualifier au second tour. Et ce ne serait pas imaginable que pour une 3e fois, là je parle de la présidentielle, nous soyons absents du second tour. Ça n'est pas possible. Et la menace fasciste, je l'ai dit, elle est là sous nos yeux. Alors quand j'entends les uns et les autres s'envoyer des noms d'oiseaux, je me dis mais franchement, mais on vit où ? On vit pas dans le même monde. Toi, tu casses plus tes ambitions présidentielles pour 2027. Tu le fais, à mon sens, sur une double base. La première, c'est ton positionnement au sein de la gauche, qui est un positionnement original. Au cœur de la gauche. Voilà, exactement. Au cœur de la gauche. Justement, tu te veux un peu le creuset de toutes ces gauches, la possibilité, le trait d'union, en fait, entre les insoumis, les communistes, les écolos et les socialistes, pour le dire rapidement, et rester dans la gauche partidaire. Mais aussi, tu t'assois sur un projet. Et justement, ce projet, c'est la France des communs. Est-ce que par rapport à tous les dangers auxquels on fait face aujourd'hui, est-ce que tu penses que c'est le plus juste pour lutter contre la vassalisation de l'Union européenne et de la France aux États-Unis, pour lutter contre la future hégémonie de la Chine, pour lutter contre la vague réactionnaire qui est en train d'emporter toute une partie du monde? Est-ce que ce projet des communs, tu penses qu'il est assez solide pour se confronter à toutes ces vagues-là? Ah oui, je pense même qu'il est très solide. D'abord parce que c'est une opposition à la société des marchés et des privilégiés qui nous est plus que proposée, imposée par le pouvoir en place, et ce depuis très longtemps. Donc de ce point de vue-là, une société du partage des richesses et des ressources, une société qui développe les services publics contre la marchandisation généralisée, est une réponse à leur destruction des protections, des sécurités, des droits. Nous, on veut plus de protection, plus de sécurité, plus de droits, plus de solidarité. Donc de ce point de vue, on est la société des communs que je propose, elle est très clairement en opposition à la politique que nous avons aujourd'hui, et elle sera, d'une certaine manière, plus efficace. Plus efficace. Deuxièmement, je pense que cette société des communs, elle repose sur l'égalité. Et en reposant franchement sur l'égalité, elle s'oppose à la guerre des identités, qui est celle promue par les extrêmes droites à travers le monde. Donc, mettre en commun avec donner plus de droits et de pouvoir aux salariés, faire en sorte que nos hôpitaux, nos écoles, nos transports aient plus de moyens, donner une place à la culture, réguler le numérique, prendre l'IA, qui est quand même une grande question qu'on a aujourd'hui du point de vue du bien commun et non pas du point de vue de la liberté telle qu'elle est présentée par, alors là pour le coup, à la fois l'international néofasciste mais aussi les macronistes et cette pensée dominante qui consiste à estimer que la liberté, c'est la liberté de dominer les autres, c'est la liberté de raconter n'importe quoi, c'est la liberté d'écraser son voisin, et la liberté bien sûr des marchés. Ça, c'est pas possible. Mais je viens sur ce que tu dis dans la situation internationale, c'est-à-dire au fond, face au protectionnisme trumpiste, ou de l'autre côté à la dérégulation, le libre marché, les traités. Ursula von der Leyen vient de s'asseoir aussi sur les oppositions au traité du Mercosur, ce qui est quand même grave, après s'être mis à genoux
devant Trump sur les droits de douane, ce qui est comme une honte absolue. Donc moi, je dis que bien sûr, la société des communs, elle va nous protéger. Mais c'est pas une logique simple de protectionnisme. Parce que pour moi, le protectionnisme n'est pas un projet de gauche. Alors je sais que c'est une phrase qui peut secouer un peu, mais je la défends et je veux dire pourquoi. À la fin, bien sûr qu'il y a des mesures de protection. Ils veulent attaquer avec les barrières douanières, on reste pas les bras ballants, nous aussi on met des barrières douanières. Mais pas au nom du protectionnisme uniquement français, au nom de la relocalisation de l'économie, nécessaire pour faire face aux défis climatiques et nécessaire face à l'emploi qu'on doit préserver de proximité. Voilà. Mais c'est pas le même projet. Moi, je me bats contre le grand déménagement du monde. Je me bats pas pour une société enfermée sur nous-mêmes. Et c'est cet imaginaire qui me semble être le plus efficace à la fois face à l'extrême droite et à la fois face au néolibéralisme. C'est pour ça que je propose cette logique de mise en commun et à l'échelle internationale, c'est-à-dire sur ce qu'on a à proposer au monde, à ce que la France peut dire au monde, c'est précisément de chercher l'entraide, la coopération, là où aujourd'hui le chacun pour soi est en train de l'emporter. Et le chacun pour soi, c'est la ruine pour tout le monde, parce que je ne sais pas qui pense que le réchauffement climatique, on va pouvoir le régler avec des normes de protectionnistes. Il est planétaire, le sujet. Donc il faut bien que la France, elle propose une méthode, un projet, une vision qui fonctionne à l'intérieur de nos frontières, mais aussi qui s'intéresse à ce qui se passe à l'échelle planétaire. Et je pourrais aussi parler des enjeux migratoires, qui vont prendre une dimension tout autre avec les catastrophes climatiques. Qu'est-ce qu'on fait ? Chacun se débrouille et ferme ses frontières, et voilà. Ou est-ce que là encore, on fait un monde des communs dans lequel il y a un souci du partage, il y a un souci de la solidarité, il y a un souci de l'entraide. Parce que sinon, c'est la loi du plus fort, et je pense que on va pas pouvoir s'en sortir. J'ajoute que la France, pour moi, ne doit pas s'isoler sur la scène internationale, elle doit aller chercher des alliés. Et les Russes l'ont compris, les Chinois l'ont compris, ils s'intéressent depuis très longtemps aux pays du Sud global. Pendant que nous, on est totalement soit enfermés dans l'OTAN, dans la soumission à l'impérialisme américain, enfin états-unien plus exactement, soit rien d'ailleurs. Enfin, je trouve que c'est assez pathétique. Et donc il faut regarder aussi le monde et avoir une stratégie à l'international qui tende la main aux pays du Sud pour reconfigurer des alliances sur la base du droit international et aussi sur la base, encore une fois, de la coopération et de l'entraide. C'est pas du tout ce qui est en train d'être fait aujourd'hui. Il y a une autre façon que tu as souvent de te définir. Tu te définis dans la gauche de rupture. C'est une façon que tu as de te présenter. En général, je dis plutôt une gauche de transformation profonde. Okay. Le mot rupture. Alors justement, cette question de la transformation profonde, je trouve que c'est une des divisions qu'il y a aujourd'hui à gauche. Tout à l'heure, tu parlais du programme, enfin du projet du Parti socialiste qui est sorti de leur journée d'été, et en gros, ce qu'ils proposent, c'est pas une rupture pour le coup, j'utilise ce mot, c'est une inflexion. C'est-à-dire ils disent bon bah voilà, on va donner 900 € de plus par an aux femmes seules, qui ont aux femmes seules. Bon d'accord, ok, c'est très bien, 900 € par an, mais c'est pas ça non plus qui est susceptible de renverser la table. Donc toi, est-ce que c'est une question par rapport à la façon dont toi tu considères aujourd'hui l'état de notre société. Est-ce que là, on est à la veille du 10 septembre où normalement on va y avoir, on s'attend ou on s'attend pas, je sais pas d'ailleurs ce qui va se passer, à une grande manifestation, des grandes mobilisations qui vont déborder d'un peu partout. On les souhaite. Voilà, on le souhaite. Est-ce que toi... Merci à Regard, d'ailleurs, d'avoir publié notre texte. Comme une tribune, ouais. Ouais, pour appeler au 10 à l'amplifier. Au début du mois d'août. Est-ce que toi, tu te situes du côté de cette France-là, en fait, qui veut tout déborder et qui veut transformer radicalement, qui veut renverser la table, ou est-ce que tu te situes du côté de une gauche de transformation alors, tu dis profonde, mais ça dépend à quelle cadence, tu vois. Quand tu regardes le programme du Parti socialiste, on voit qu'ils veulent une transformation, mais une cadence qui a l'air plutôt très très lente. Et comme tu le dis, tout à l'heure, tu as rappelé sur la CSG ou sur d'autres sujets, c'est pas avec ça que demain, les gens vont véritablement voir leurs conditions de vie et de travail modifiées. Alors après, les socialistes sont des socialistes, restent des socialistes. Moi, je suis pour renverser la table au sens de vraiment de faire une là pour le coup, j'utilise le terme une révolution copernicienne dans la conduite des politiques publiques.
et de transformer, non pas à la marge, mais substantiellement, les conditions de vie des Françaises et des Français. Évidemment, on pourra changer, une fois au pouvoir, la situation à la mesure aussi de la mobilisation sociale, de la mobilisation populaire. Faut se le dire. Puis en 36, quand ils font les congés payés, c'est parce qu'il y a des grèves monstrueuses. Donc on va aussi loin que l'état de la société, la mobilisation populaire le permet. Donc moi, je suis pour pousser cette mobilisation populaire, parce que je suis pour aller le plus loin possible dans la transformation. Et comme disait Jean Popren, j'aime bien cette phrase, il dit toujours, quand on arrive au pouvoir, on a intérêt à être bien rouge, parce que de toute façon, on pâlit. Donc, oui, c'est-à-dire... Tu penses que ça va être ton cas si tu arrives au pouvoir? Je n'aime pas l'idée de pâlir, mais ce que je veux dire, c'est que quand on est au pouvoir, évidemment qu'il y a des contradictions, qu'il y a des pressions. Donc, si on n'a pas la volonté farouche en y arrivant de transformer en profondeur le pays, le risque, effectivement, c'est qu'on change pas grand-chose. Voilà. Donc, il faut arriver déterminé à transformer. Et je pense que l'époque est plutôt de ce côté-là. Je pense qu'on ne comprend pas, y compris les 22% de Jean-Luc Mélenchon à la présidentielle, on ne comprend pas ces mobilisations spontanées qui quand même portent des mots d'ordre beaucoup plus radicaux que ce que moi j'ai connu dans les années 90. Donc je pense qu'il y a une aspiration assez profonde à un changement qui soit pas cosmétique. On n'est pas partant calme. On n'est pas dans un moment où... Alors, si je tique sur le mot rupture, c'est pas que je pense pas qu'il faille de fait faire des ruptures une fois au pouvoir. C'est qu'en fait, je ne suis pas sûre que ce mot-là est un potentiel fort dans le pays majoritaire, y compris parce que il a des résonances de l'ordre de l'intimité presque. Je ne sais pas si le mot est juste. Je ne sais pas si tu me comprends. Je ne sais pas si les gens ont envie de la rupture. Ils ont envie du changement profond, que vraiment ça soit différent. Mais le mot rupture, j'ai un doute, mais c'est vraiment pas pour son contenu de radicalité, si j'ose dire. C'est plus par sa résonance. Et je ne sais pas s'il a un potentiel majoritaire en tant que mot. En tant que mot. Vous en êtes où à l'après? Le parti que tu as lancé il y a maintenant quelques mois, est-ce que vous êtes réunis en université d'été là il y a quelques jours à Châteaudun avec d'autres d'ailleurs, avec Debout et Génération. Exactement. Énorme meeting, hein. Vraiment, on attendait 1000 personnes et il y avait 2500 personnes. Donc c'est vrai que on a bien réussi notre pari de cette rentrée politique. Est-ce que déjà avec ces deux autres partis Debout, le parti de François Ruffin pour faire un peu vite et Génération, le parti de Benoît Hamon, est-ce que vous allez faire qu'un seul parti à court terme ou à moyen terme et ensuite ça sert à quoi ça sert? Parce qu'on voit bien que à l'intérieur aussi de ces trois objets et même à l'intérieur de l'après, entre toi, Alexis Corbière, etc. Il y a ou Daniel Simonet, c'est pas tout à fait exactement le même projet que vous portez et fort heureusement. Le même projet, je pense que oui, mais en revanche, oui, on n'a pas la même histoire politique, on n'a pas la même culture, même totalement politique, même si on a partagé une séquence insoumise ensemble. Mais ce qui me frappe au contraire, c'est que depuis 2022, en réalité, où on a basculé peut-être dans un autre moment politique, à chaque étape, on a défendu des choses communes. Donc c'est comme si dans le moment politique qu'on traverse, en revanche, il y a quelque chose qui s'est aligné entre nous. Ça ne veut pas dire que, encore une fois, on est d'accord sur absolument tout, qu'on le dit pareil, etc. Mais je pense qu'on a vraiment des points d'analyse et de perspective qui sont très communs au sein de l'après. Et quand on est sorti, plutôt qu'on a été mis dehors par la France insoumise, c'était pas gagné. On n'avait rien que notre panache à proposer pour essayer de construire quelque chose. Et un an après, le bilan qu'on tire, il est positif parce que nous avons un outil politique, que nous avons des partenaires comme Génération et Debout pour faire entendre cette voix de l'union sur la base d'un projet qui transforme en profondeur le pays. Parce que moi, je pense qu'il faut toujours avancer sur ces deux jambes. L'unité, c'est incontournable pour gagner. Mais si l'unité, elle se fait sur un contenu qui ne crée pas de dynamique politique, honnêtement, ça sert à rien. Donc, on est entre deux dangers. C'est-à-dire, d'un côté, une gauche qui n'aurait pas tiré les leçons de la gauche au pouvoir, de la Hollandie qui s'est absolument vautrée dans le néolibéralisme avec la déchéance de nationalité en bandoulière. Donc ça, c'est évident qu'il faut, là pour le coup, rompre avec ça.
Et de l'autre côté, une gauche qui a pris ses distances avec les démocraties, pris ses distances aussi avec le programme du NFP sur l'Ukraine, pour le dire gentiment. Moi, je pense qu'une gauche qui reprend la propagande du Kremlin ne peut pas gagner, et une gauche qui ne sait pas faire vivre le pluralisme ne peut pas non plus gagner. Donc, il faut mettre sur pied cette union sur la base, en tout cas sur la base d'un projet qui transforme, de la capacité à faire vivre le pluralisme et d'une certaine cohérence dans la manière de porter les combats émancipateurs. Et stratégiquement, vous êtes raccord quand je parle de stratégie, je parle notamment des échéances proches à venir, les municipales, mais aussi la présidentielle. Vous avez à peu près, je dis ça parce que à l'intérieur de ce groupe, Génération Debout l'après, il y a plusieurs personnes qui ont des ambitions présidentielles. Il y a toi, tu l'as dit, mais il y a aussi François Ruffin qui l'a dit aussi. Donc du coup, comment est-ce qu'on fait pour arbitrer dans quel mouvement, dans quelles idées vous avez pour arbitrer déjà entre vous, puis arbitrer dans toute la gauche? D'abord, moi, je trouve plutôt positif que dans une force politique, si on prend la force politique déployée à Châteaudun il y a quelques jours, moi, je prends ça comme positif, le fait qu'il y ait deux personnalités qui peuvent prétendre être candidats à la présidentielle. Enfin, je veux dire, pour moi, c'est un atout. C'est pas quelque chose en moins, c'est quelque chose en plus. Après, il faut des méthodes pour définir ensuite notre personnalité pour l'élection présidentielle. Et là, on en revient à la discussion plus générale qui dépasse nos propres organisations, de savoir si nous aurons bien une primaire, et si c'est pas une primaire, pour nous dire quoi, qui permettent de donner au peuple de gauche les clés pour savoir quelle personnalité les représentera à la présidentielle. On partage beaucoup avec François Ruffin et en même temps, on a aussi des profils, des manières de penser la transformation, la France, le monde, qui sont pas totalement en tout point raccord. Donc c'est assez logique qu'on puisse chacune et chacun exprimer quelle est notre sensibilité, développer notre proposition, avoir notre propre profil qui nous ressemble, et puis le peuple de gauche tranchera. J'ai une dernière question, Clémentine. On va dire que le 8 septembre, Bayrou tombe. Qu'est-ce que... Mettons. Pure hypothèse. Pure hypothèse, vraiment, hautement... hautement probable. Voilà, hautement probable. Le 9, tu fais quoi? Enfin, genre, tu vas proposer des offres de service à Macron, admettons en plus qu'il nomme, il nomme Le Cornu. Parce que moi, je pense que c'est ce qu'il y a quand même de plus probable. Il nomme Le Cornu, Darmanin ou je sais pas quoi. C'est-à-dire, tout change sans que rien ne change. Exactement, j'entends rien. On est toujours dans le départ, hein. Ça fait un moment, quand même, hein. Tu fais quoi? Qu'est-ce qu'on fait? Eh ben, on s'oppose. On s'oppose parce que on va avoir le même sujet. Le Cornu va nous proposer quoi comme budget? S'il pense que simplement en enlevant la suppression des 2 jours de congé aux Français, en mettant une fausse taxe Zuckman, en enlevant par exemple les biens professionnels, ce qui revient à vider la taxe Zuckman, pure hypothèse, hein. Il dit voilà, je vous présente un budget avec ça. Est-ce que ça vous va? Non, ça nous ira pas non plus. Donc nouvelle motion de censure et on recommence. Oui, c'est pour ça que je pense qu'on est dans une situation de blocage. Parce que s'il continue à s'enferrer dans le même mur, le président de la République, il va enchaîner des gouvernements qui vont tomber les uns après les autres. Et le 10, tu seras dans la rue? Bien sûr. À plusieurs endroits, d'ailleurs. Oui, exactement. Tu feras quoi exactement? Parce que j'ai toujours pas très bien compris ce qu'il fallait faire le 10. Je regarde ce qui se passe. Donc, je sais, par exemple, je serai aux côtés des salariés de l'hôpital Robert Ballanger chez moi, qui seront en lutte, ça c'est sûr. Je sais que je serai à 18h, place de la République à Paris, parce que visiblement, il y a un appel à rassemblement. Et ça sera pas pour seul de tout compte de ma journée, mais je regarde ce qui se passe pour voir où est-ce que j'irai soutenir les mobilisations, mais en tout cas, c'est une perspective qui me réjouit, qui est enthousiasmante. Et je pense que c'est important dans la séquence de pas sombrer à gauche dans une forme de mélancolie, de morosité. C'est dur, on est dans un moment difficile, inquiétant, plein de dangers potentiels, mais c'est aussi dans des moments de grande crise comme ça que peut surgir une solution qui soit une solution progressiste et assez radicale. Parce qu'on est dans ce bouillonnement. Donc, il faut qu'on saisisse l'époque, le moment, et qu'on pousse notre avantage au plus haut avec enthousiasme et détermination. Merci beaucoup, Clémentine. Merci, Pablo.